Bonjour tout le monde, Martin Clavet-Bédard qui vous accompagne dans le podcast qu'on appelle La Florida, le podcast ou Snowbird 2.0 dans le but de former le Snowbird de demain. On sait que nous sommes Snowbird, il y a des gens au Québec évidemment dans le froid présentement qui rêvent de devenir Snowbird, venir passer 2-3 mois, fuir la neige, le froid le plus longtemps possible. On est donc dans les studios de HQ Podcast au centre-ville de Hollywood, à 5 minutes de la mer et de la fameuse plage de Hollywood. Et on dit merci à François Forget de Caméléon Productions. Avec tout ça, et on a le plaisir, le bonheur, le privilège de travailler en compagnie de notre ami Carl Sanson. On est deux petits gars de Charlesbourg, Québec, lui plus jeune que moi. Et puis, lui a l'avantage, mais c'est un gros avantage, de rester comme résident ici depuis des années. Et moi, je suis un snowbird comme probablement la majorité des gens qui nous écoutent. Dans l'épisode numéro 3, là, on est à l'épisode numéro 4. Dans l'épisode numéro 3, on a notamment parlé au mois de mars de plusieurs festivals, Carl. Alors, on a parlé d'un festival concernant la moto. On a parlé d'un festival de seafood que j'adore parce que je suis allé à pêche en haute mer une fois et j'ai tripé au bout. J'ai eu mal partout sur le corps, mais en tout cas, ça a été une expérience. On a parlé également de festival de musique électrique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au moins? La musique électronique. Le Ultra Music Festival, Martin, qui est un festival de musique extraordinaire. C'est du monde de partout à travers le monde qui vient. Puis il y a beaucoup de Québécois et Québécoises qui descendent venir voir ce festival-là. Il y en a un, à Côte-Ouest, s'appelle le Coachella, que plusieurs vont. C'est pas nécessairement un festival de ultra music, là, mais Coachella est très gros sa côte ouest. Okay. Et ici, là, le gros festival sa côte est, il est exactement le Ultra Music Festival. Pendant l'été, il y en a un autre, qui est au Daytona Motor Speedway, qu'on a parlé dans l'épisode numéro 3, Bike Week. Oui. À Daytona, ça s'appelle le Rock Fest. C'est 3-4 jours. Il doit y avoir genre 20 bands par jour. Ça, les Foo Fighters viennent. Là. Ben, voyons. Oui, Alice in Chains, les Foo Fighters, Puddle of Mud, Chevelle, je peux en nommer jusqu'à demain matin, Cedar. C'est quand? C'est, normalement, c'est pendant l'été. Normalement, de mémoire, je crois. Toi, tu résides en Floride. Oui. Je veux expliquer aux auditeurs, aux téléspectateurs, de leur expliquer que quand les Floridiens disent que c'est l'été, l'été, eux autres, c'est souvent avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre, novembre, décembre. Alors, c'est quand l'été pour toi? L'été pour... C'est une très bonne question que tu as là. L'été ici commence au Memorial Day Weekend. OK. Normalement, c'est la fin des classes. Donc, normalement, c'est des alentours du 28 mai. Ouais. Quand c'est le Memorial Day Weekend, la même chose à Hollywood, c'est le lancement des grands films d'été hollywoodiens. Okay. Donc, dans les salles de cinéma, les maisons de distribution de production, que ce soit Paramount, Universal, Disney ou quoi que ce soit, veulent aller chercher tout de suite la première fin de semaine pour aller chercher des gros box-office. C'est Memorial Day Weekend parce que c'est la fin des classes. Okay. Ici, on le sait, l'école commence normalement à la mi-août, dépendant du comté qu'on est. 2 semaines de plus tôt que nous, à peu près. Oui, mais ils finissent 2 semaines plus de bonne heure aussi. Absolument. Normalement, ici, les examens de l'État, c'est à la fin avril. Ouais. Puis je vous dirais que les enfants, pendant le mois de mai, ils se pognent le schling. Moi, j'ai des enfants qui ont été à l'élémentaire pour au secondaire ici. Puis je vous dis que le mois de mai, là, il ne se passe pas grand-chose. L'école est comme finie, les examens de l'État sont passés, ils savent qu'ils ont passé leur année. S'il y a un ouragan, s'il y a des pertes de journée, souvent, mais regardez bien, là, toutes les écoles au mois de mai, c'est extrêmement tranquille. L'atmosphère est très relaxe. Donc, Memorial Day Weekend, pour venir là-dessus, normalement, c'est le dernier jeudi du mois de mai. C'est le kick-off pour l'été. C'est ça la vraie été pour les Floridiens. Okay. Ça, je comprends que c'est ce que vous appelez l'été. Puis la raison pour laquelle l'école commence plus tôt ici et finit plus tôt que la fin du mois de juin chez nous, la raison, c'est la température. C'est parce que ça devient trop chaud à quand je suis arrivé ici, au début, avec mes enfants, ils commençaient genre le 7-8 août. Et plusieurs parents se sont plaints parce qu'il y en a plusieurs qui viennent du nord-est des États-Unis. Ils ont des chalets dans Caroline, puis un peu partout. Puis ils disaient, ben non, je veux dire 7-8 août, moi je travaille, mon emploi. Souvent, je travaille pendant le mois de juillet, puis souvent, on a le mois d'août off, congé au complet. Puis là, l'école recommence tout de suite ici. Fait qu'ils ont quand même repoussé, plusieurs counties ont repoussé d'une semaine, 10 jours. La plupart commencent dans les alentours entre le 12 et le 15, 16 l'histoire, la raison
quelqu'un m'a expliqué que c'était la raison pour laquelle cette décision-là s'est prise. Oui. C'est en raison de la compétition entre les écoles privées et les écoles publiques. Ah, c'est possible. Qui commençait avant l'autre. L'autre disait non, mais t'as peu, ça marche pas. Fait que c'est un peu cette compétition. Oui, puis je veux dire, tu peux avoir 2-3 enfants. Là. Il y en a un qui peut aller, les écoles, les grades, tout ça, c'est pas toujours à la même place. Fait, mais ça dépend vraiment des counties où ce que t'es. L'école, il y en a qui commencent même dans le coin du 20 août. Okay. Fait que ça dépend vraiment où ce qu'on est là-dedans. Mais pour venir avec ta période d'été, moi, ça commence là. Oui. Et l'été se termine, comme n'importe quoi, à la fête du travail, même si la météo continue à être belle quand même. Toi, tu prends les semaines qui précèdent, donc vers la fin du mois de mai, mais tu vas jusqu'à notre été au Québec. Oui, à peu près. La fête du travail, c'est là que la plupart des gens prennent congé. Je parle pas au point de vue de météo. Non. Au point de vue météo, c'est fantastique jusqu'à la fin du mois de novembre. Absolument. Il fait beau, il fait chaud. Sauf les ouragans. Oui, mais ça, des ouragans, je veux dire, les ouragans, l'année passée, on n'a rien eu. Là. Non. L'année d'avant, j'en ai eu une, moi, avec l'œil, qui a passé chez nous. Force 1, c'est rien passé. OK. Force 1, c'est 75 000 à l'heure les vents, donc à peu près 130 km/h, 125, 130 km/h. C'est pas Andrew. On n'a pas eu... Non. moi, j'ai vécu 2 ouragans en 2004 quand je suis arrivé ici. OK. J'ai vécu tabarnouche, Wilma et Katrina. Oh. Back-to-back en dedans d'un mois et demi. Quand même. Donc, j'ai mangé à Atlac. J'habitais dans le temps de Fort Lauderdale, les arbres arrachés, toutes ces affaires. Moi, j'ai vécu ça. J'ai été une semaine sans électricité. OK. Ce qui est normal. Qui est normal parce que on n'avait pas de j'avais 2 génératrices portables, mais j'avais pas de génératrice à ma maison à l'époque. OK. C'est la première fois que je vivais ça. Moi, je dis au monde, regardez, c'est pas pire qu'une tempête de neige au Québec qui tombe 30-35 cm de neige. Attends un petit peu, là. Une tempête de neige au Québec, le lendemain, c'est dégagé. Non, c'est pas vrai. Attends un petit peu. C'est plus vrai. Plus ou moins. Non, mais un ouragan, d'abord, quand un palmier tombe, on se comprend que les racines vont soulever, par exemple, un trottoir. Oh oui. Un bout de trottoir, là, si un véhicule peut se déplacer... Oui, mais ils ont de l'équipement ici, Martin. Absolument. C'est le fun. On va être notre première petite confrontation dans le podcast pour donner au Snowbird 2.0. J'ai vécu 3-4 ouragans ici. J'ai vécu des tempêtes tropicales. Puis je peux te dire qu'entre des tempêtes de neige qui manquent d'électricité qu'Hydro-Québec au Québec, puis une tempête tropicale ici, / un ouragan, je choisis tempête tropicale / ouragan n'importe quand avant une tempête de neige. Là, on s'entend, là. Là, je ne parle pas d'un ouragan qui passe et qui détruit tout. Non. Et souvent, quand vous regardez une destruction de maisons ou quoi que ce soit, comme il est arrivé il y a 2 ans, Fort Myers et tout dans ce coin-là, il ne faut pas oublier que les quartiers, que c'était des maisons pas trop vieilles, en dedans de 10-15 ans, ils n'ont pratiquement pas eu de dommages. Les dommages que vous avez vus à la télévision, les ravages que les médias canadiens avaient du fun à vous montrer, c'était souvent des maisons qui étaient, exemple, à Sanibel, qui étaient sur une île, qui étaient des maisons sur pilotis qui dataient de 30, 40 et 50 ans, et qui, quand tu habites sur une presqu'île, tu n'as aucune protection, tu es dans l'eau. Ouais. C'est un choix que tu as fait, un gambling. C'était la première fois en 110 ans qu'un ouragan passait près de là. Okay. Malheureusement, ils ont été malchanceux quand ils ont été au casino. Donc, ils ont perdu et les gens sont fait détruire leur maison puis ils ont des dommages irréversibles. Ça nous fait de la peine, c'est épouvantable. Oh, oui. Mais souvent, quand tu regardais ces maisons-là, c'était des maisons qui avaient plus ou moins été rénovées, qui étaient extrêmement maganées, puis là, se sont juste fait arracher par rapport à ça. Fait que, tu sais, je dis toujours, j'ai eu la chance d'habiter sur le bord de l'eau, mais à un moment donné, habiter au milieu de l'eau, c'est une autre chose. Là. C'est un autre paire de manches. C'est un couteau à 2 tranchants. Vous devez faire attention dans vos choix d'achat de maison, de location ou quoi que ce soit. C'est un risque que vous prenez. Hey, mais attends un petit peu. Sanibel, d'abord, c'est extraordinaire. Ben non, je suis allé là plusieurs fois. Est-ce que je me trompe ou dans cet ouragan-là, il est arrivé une situation où ils ont refait le bout qui avait été carrément brisé du pont en 3 semaines? Je vais te reprendre. C'est la 2e semaine, Ron DeSantis. Okay. Lui avait déjà appelé les compagnies d'électricité de d'autres États en renfort. Et les camions, d'après l'œil de l'ouragan, parce qu'ils sont capables de prévoir à peu près où ce que l'œil va frapper, il y avait déjà 2, 3, 4 000 camions, 5 000, 10 000, 15 000 camions de d'autres États d'électricité, comme les gros camions d'Hydro-Québec au Québec, qui étaient déjà stationnés dans un stationnement de Walmart,
tous les gros chats, en stand-by pour savoir quand l'œil allait passer. Okay. Et quand le dommage arrivait, l'équipe partait tout de suite pour aller reconnecter l'électricité. OK. Moi, j'ai jamais connu ça. Là. Non, mais moi, j'ai connu, j'ai fui vers le nord lors d'un ouragan avec la conjointe de mon frère, les enfants de mon frère. Oui. On est parti. Lui est resté là, puis on est parti. Et tu as juste 2 autoroutes qui montent vers le nord. Alors, tous les camions que tu parles d'électricité... Oui, tu les voyais descendre. Des centaines, pas des dizaines, des centaines à contresens. Tu les vois s'en venir en prévision parce que l'ouragan n'était pas commencé. Ça, il arrive une semaine d'avance. Genre. Puis les gars sont stationnés là, puis sont en stand-by pour justement faire ça. Et quand ils ont vu que le pont est brisé, puis il y a des résidents, c'était mandatory evacuation. Puis il y a des gens qui ont décidé qu'ils restaient là pareil. À un moment donné, ils ont dit c'était à vos risques et périls. Et ils ont quand même été dans secourir là-dedans. Puis ils ont quand même rétabli. Puis le pont que tu parles en tant que tel, qui était où la presqu'île, ils ont fait un pont temporaire. Le pont a pris 3 jours à construire. Ah, je t'avais dit 3 semaines. Oui, mais non, il a pris 3 jours à construire. Ouais. Après à peu près 2 semaines, 10 jours, 2 semaines qu'il y a eu les dommages. De 10 à 14 jours qu'il y a eu les dommages. C'est la réponse la plus rapide de l'histoire qu'un ouragan dans l'État de la Floride. Ça, c'est Ron DeSantis, qui est un militaire, en passant. C'est un réserviste, c'est un militaire. Lui, c'est un gars c'est un stratège, puis il est extrêmement méticuleux, puis il aime ça se préparer. Ouais. Puis moi, c'est pas compliqué, là, il m'a impressionné là, au plus haut point. J'ai jamais vu un politicien aussi bien organisé, aussi bien coordonné et délégué au bon monde en Floride pour se préparer. J'ai vu une évolution, moi, d'ouragan. Tantôt, on a parlé vite d'Andrew, c'était en 1990. Ça, je me rappelle à l'époque de 92. Puis il y avait Hugo en 89, si je me rappelle bien, ou vice-versa. J'ai vu l'évolution de la préparation. Le code du bâtiment s'est refait après Andrew. Oh oui, c'est... Puis je veux dire, moi, de 2004 aller jusqu'à aujourd'hui, c'est plus pantoute la même paraissance. Je vais vous donner un exemple. Ouais. Moi, j'avais des génératrices portables, puis à un moment donné, j'avais 400 gallons. Tu sais, tu remplis tes 5 gallons pour être sûr, mais là, à un moment donné, 2 jours, 3 jours, puis là, tu as ton frigidaire, tu as ton chauffe-eau de plugger, tout ça. Puis là, à un moment donné, tu te dis, ouais, bien là, je peux pas la faire virer tout le temps, je vais manquer de gaz. Fait à un moment donné, je me suis mis à chercher de l'essence. Et là, c'est arrivé très chaotique downtown Fort Lauderdale, c'est qu'il y avait de l'essence dans les tanks, mais il n'y avait pas de génératrice pour faire marcher les pompes à essence. Puis c'est là que la bisbée pognait avec le monde. Il y avait du monde, ça se battait. Là. Je l'ai vécu. Bon, ben, tu l'as vécu. Les gens se battaient. Suite à ça, le gouverneur à l'époque a passé une réglementation, de mémoire, c'est Rick Scott, a passé une réglementation que toutes les stations-service doivent avoir une génératrice pour faire marcher les pompes. Sinon, vous n'aurez pas votre permis pour vendre de l'essence, pour plus jamais que ça arrive. Ça vous dire qu'il y a eu quand même une adaptation et une évolution depuis les 20 dernières années. Je vous le dis, là, au grand V, là, à grande vitesse. Là. Puis à cette heure-là, la préparation avant, le pendant un ouragan et le après ouragan, là, c'est extraordinaire la réponse que l'État de la Floride, de la façon qu'ils sont organisés. Avec les Coast Guard, avec les National Guard, avec la police, toute la façon que c'est coordonné, comment ils vont aider les gens, tout ça. Moi, j'ai regardé. C'est pas compliqué, ça a changé bout pour bout en 20 ans. Là. Absolument. Mais on le sait d'avance. L'ouragan, il se dessine, les gens parlent dans les médias. Puis, mais on le voit venir. Puis à cette heure, ils ont des radars. Ça s'appelle ça un Doppler. Donc, c'est comme vos ordinateurs puis votre... je vais dire l'iPhone, votre téléphone intelligent. Là. Je veux dire, il y a une évolution de radars. Ils sont capables de prédire beaucoup plus. Ils sont capables de prédire comment il va y avoir de pluie, comment de millimètres ou de pouces va tomber, où l'ouragan va frapper, où ce qu'elle change. Avant, c'était un guess un petit peu. Il disait, oui, elle va passer à peu près là, boum, boum, boum. Pensez juste au GPS qu'on a aujourd'hui. Pensez juste dans votre auto à cette heure on est rendu avec une tablette à temps plein dans l'auto, avec un GPS. Absolument. Ben, les Doppler, les radars à cette heure que les météorologues ont, puis le gouvernement a, je veux dire, c'est pas compliqué. Ça s'est amélioré, multiplié par 10. Mais moi, je connais rien là-dedans. Là. Je connais absolument rien là-dedans. Ouais. C'est vrai que les ouragans partent vers l'Afrique et s'en viennent vers là. Oui. Puis selon Cuba... Partent de Dakar. Partent de Dakar souvent. Mais Cuba, République dominicaine, ces montagnes-là peuvent faire bifurquer vers la côte ouest de la Floride ou la côte est. Parce que en République dominicaine puis Haïti,
il y a des grosses montagnes. Ouais. Et dépendant si l'ouragan passe en bas ou traverse la chaîne de montagnes, elle perd normalement de la force quand ça frappe des terres et une chaîne de montagnes. Mais il y a quand même assez d'eau avant de refrapper vis-à-vis de la Floride. Mais ça a tout rapport, Martin, avec le jet stream, comment il pousse en haut. Il y a des années, moi j'appelle ça l'allée de bowling, on les voit, les boules, et ils remontent. Donc, tu as l'État de la Floride et on voit à un moment donné comment le jet stream pousse. Donc, tu as des années qui prévoient, il va y avoir une année record de tempête tropicale ou d'ouragan, puis là, ils donnent des noms, il y a 30 noms, tout ça. Puis au bout de la ligne, il y a des noms, mais ils partent de l'Afrique puis ils tournent tout de suite dans le bassin atlantique. 1, 2, 3. Okay. Il n'y a rien qui arrive près de l'État de la Floride. Comme il est arrivé l'été passé, on a eu 0 qu'on a eu. Pourtant, il avait prédit une année au-dessus de la normale. Okay. Donc, les résidents en rient. L'année d'avant, il est arrivé l'ouragan à Fort Myers. Le reste, il n'y a rien eu dans l'État de la Floride. On n'a même pas eu de tempête tropicale. Je vous dirais, normalement, là, le temps des pluies en Floride, c'est de juin aller jusqu'à fin octobre. Okay. Des fois, mi-novembre, mais c'est tard, mi-novembre. Normalement, là, c'est genre du 15 juin jusqu'à peu près au 30 octobre. Okay. Mais ça fait plusieurs années qu'il ne se passe pas grand-chose. Oui, il va y avoir des coups de pluie locales. Oui. Comme il est arrivé il y a 2 ans à Fort Lauderdale, il a tombé genre 24 pouces de pluie. Pas longtemps. En 3 heures. Ouais. En 3 heures. Il y a du monde qui ont perdu leurs autos. Bien, le monde sont spécial un peu aussi. Là. OK. Je veux dire, le monde arrive avec leurs autos, là, puis ils voient à un moment donné, il y a un trou d'eau, puis peut-être un trou d'eau de 2 pieds, puis ils essaient de traverser avec leur auto là-dedans. Mm-hmm. Je veux dire, à un moment donné, c'est une question de logique. Là. Mon frère a un Econoline, puis c'est assez haut, évidemment. Oui. Mais quand tu t'en vas, par exemple, dans le coin de Hallandale, parce qu'Hallandale, c'est plus bas que Hollywood. Oui. Puis quand il s'en va avec son véhicule, lui, ses pneus touchent le sol. Oui. Mais les voitures qui sont à côté deviennent des bateaux parce qu'ils sont soulevés par l'eau. Puis là, c'est dangereux que le véhicule... C'est pas grave, c'est de la tôle, là, mais c'est dangereux que... Et les gens ne savent pas ça, ils prennent des chances. Ben, c'est surtout les gens qui prennent des chances. Moi, je l'ai vu souvent. Là. Des gens s'aventurer dans des grosses flaques d'eau, tout ça, parce qu'on s'entend ici, le système pluvial, des égouts, tout ça, des affaires, c'est pas un système, je veux dire... L'État de la Floride, on est dans l'eau. Ben oui. Quand vous prenez une image aérienne... Ouais. Prenez un petit avion puis regardez, là, c'est juste de l'eau. Le centre de la Floride, c'est de l'eau. La côte est, la côte ouest, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Fait que c'est juste c'est une pointe dans l'eau. Moi, je suis toujours dit, c'est un doigt au milieu de 2 océans. Et c'est pour ça qu'ici, la température... Hey, fait-tu beau, Carl, chez vous? Ensoleillé avec passage nuageux avec 30 chance d'averse. Bien, l'averse a tombé 2 minutes à Hollywood. 4000 au nord, Fort Lauderdale, il n'a pas mouillé de la journée. Ouais. En haut, tu t'en vas à Boca Raton, il a tombé un petit orage 15 minutes. Puis tu remontes un petit peu en haut à Delray, il n'a pas mouillé du tout. Je veux dire, c'est la Floride. Mais même plus ils vendent, ça se l'air. Il peut pleuvoir à boire debout comme incroyable sur la A1A et sur la US 1. C'est sec. C'est un mur. C'est un mur. C'est un mur. Ouais. On est dans un endroit tropical. Non, la Floride est un État tropical qui est extraordinaire. Il faut être capable de vivre avec ça. Faut être capable de vivre avec ça. Puis comme je vous dis, je pense que ça gagne en popularité. Je pense que les gens aiment mieux la Floride et le Sunshine State que vivre dans le froid puis la neige. Puis tout ça. On a chiolé beaucoup contre les grosses tours de 30, 40, 50, 60 étages sur le bord de la mer, mais quand le vent arrive de la côte, il est ralenti par ça pour ceux qui demeurent plus dans le milieu. C'est un bâtiment, ça. Ouais. Ça fait comme une genre de montagne là, quand ça arrive ou quoi que ce soit, ça fait un mur. Mais d'une façon ou d'une autre, ils n'ont pas le choix de construire, c'est de la demande. Ouais. Les gens viennent de partout à travers le monde, puis il y a une très grande demande. Puis économiquement, l'État de la Floride est extraordinaire. Ah ouais. L'économie en Floride va très, très, très bien. Pendant qu'il va y avoir beaucoup d'autres États aux États-Unis que l'économie va ralentir, l'État de la Floride a tellement de touristes de partout à travers le monde. C'est tellement, je le répète encore, les aéroports sont une plateforme pour l'Amérique du Sud, sont une plateforme pour les Caraïbes, et il y a de plus en plus d'Européens, beaucoup des vols qui viennent de la Norvège, de la France, qui viennent de la Hollande, de l'Allemagne, de l'Espagne, des vols directs avec des compagnies européennes qui atterrissent à Miami et à Fort Lauderdale. Avec des vols directs. Là. Fait que mais les gens qui arrivent de l'Europe
c'est pas la mentalité du tout que nous, on a. C'est-à-dire qu'ils viennent ici, mettons, pour 7 jours ou 10 jours, puis ils veulent être 2 jours à Miami, 2 jours à Orlando. Et absolument. Ils se promènent. Donc, pour les comtés ou pour les associations, mettons, les regroupements touristiques, là, c'est pas nécessairement un endroit où ils vont passer 7 à 10 jours dans le même hébergement. C'est bon que tu dises ça, parce qu'ils sont habitués, eux autres. Ils sont habitués de voyager en Europe, ils sont habitués de se promener de pays en pays, puis ville en ville. Puis eux autres, ils veulent voir, OK, c'est quoi la Floride? Donc, la Floride, pour moi, éventuellement, je vais aller à un parc d'attractions à Orlando. Donc, je vais passer 2-3 jours à Orlando. Il y a un Tampa à côté. Il y a la Space Coast. Space Coast, c'est quoi? C'est de Cap Canaveral, donc Melbourne. Cap Canaveral qui est en haut, Melbourne après. Puis on descend jusque dans le coin de Vero Beach, en bas. Ça, tu appelles ça la Space Coast. C'est les Keys de la côte Est. Parce que ça s'appelle le Indian River. OK. Le Indian River, c'est l'intercostal qu'on a ici. Oui. Mais l'intercostal, à partir de Stewart en bas et de Port-Sainte-Lucie, mais surtout de Stewart, quand ça rentre dans les terres, l'intercostal est pratiquement 1 kilomètre de large. Jusqu'à Cap Canaveral, où ce que les lancements de Rocket puis tout ça. Puis vous regardez le long de la côte. Quand on voit ça à la map, c'est tout petit. Ouais. Mais quand vous habitez là, vous allez visiter là, c'est un endroit, l'été, comme tu me demandais, à partir du Memorial Day Weekend, c'est un endroit de pêcheurs. Parce que l'intercostal est très large. Donc, tu n'as pas besoin d'aller dans l'océan, aller à la pêche dans l'océan, avec beaucoup de vagues, être malade, la pêche à haute mer, parce que souvent, il y a des gens qui tolèrent. Moi, c'est une chose que j'ai de la misère à tolérer. Donc, beaucoup de vagues dans l'océan. Moi, je suis un gars... C'est à peu près la seule chose qui me met malade dans la vie. C'est ça. Et, par contre, quand tu vas dans l'intercostal, tu as des vagues maximum d'1 pied, 2 pieds. Fait que tu le sens pas quand tu es dans le bateau. C'est des places à party. Il y a beaucoup d'îles, des petites îles. Le monde se docke avec leur bateau. Plusieurs arrivent avec des trailers. Toutes les parcs d'embarcation avec leur pick-up, puis débarquer leur bateau, puis embarquer là-dedans, puis passer. C'est plein. Tous les parcs tout le long de la côte d'Indian River, tous les résidents de la Floride le savent. Tu l'as sur la côte ouest aussi. Tu as exactement de Bradenton, Sarasota en bas, en montant Clearwater, puis en montant tout ça. Je l'ai fait aussi avec des amis en bateau là-bas. C'est extraordinaire. C'est ça, la Floride. Puis, les snowbirds, là, je vous le dis, là, négligez pas la période de l'été. L'été, là, en Floride, là, qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'il fait chaud. À un moment donné, quand on va en vacances, mais quand on va en vacances, on veut un coup de chaleur. Quelqu'un qui va aller dans les Caraïbes l'hiver, mettons, au Québec, il ne veut pas qu'il fasse 25 Celsius le jour. Il s'attend à un 30, il s'entend la nuit un 27, 28. Quand il est en costume de bain, il sort de l'eau, il ne veut pas geler, il veut pas... Il veut en mettre, hey, je mets des petites tenues, j'aime ça, le vent qui est chaud, le vent de la mer, tout ça. Mais ici, là, ça commence à partir du mois de mai, puis ça se termine, aller jusqu'à peu près à mi-novembre si on est chanceux. Et c'est une période extraordinaire. Mais encore une fois, quand vous êtes dans la période d'été-été, donc, quand l'école finit au Québec pour les enfants, si vous voulez prévoir une de vos plus belles vacances à vie, venez avec vos enfants 2, 3, 4 semaines. Promenez-vous dans l'État de la Floride. Vous ne verrez plus la Floride de la même façon. Et les prix sont moins chers. Oui. Beaucoup moins chers. Oui, beaucoup moins chers. Des hôtels que c'est des 400 à 500 $ par nuit. L'été, souvent, c'est à 149,95. Tout descend. Tout descend. En fait, tout descend à partir du 1er avril jusqu'au 20 décembre. Exact. C'est long, la période basse saison ou l'entre-saison ici. Mais c'est drôle qu'ils appellent ça basse saison parce que c'est plein pareil. Mais je ne sais pas pourquoi ils baissent les prix. Non, c'est du Yale Management, c'est-à-dire qu'ils contrôlent le niveau du prix comme des parkings. Exact. Des choses comme ça. Exact. Mais c'est le fun. C'est le fun parce que vous voyez un autre aspect de la Floride d'été. Donc, vous êtes garanti chaleur. Oui, il va y avoir des orages pendant l'été, parce que c'est la période des pluies. Donc, il va y avoir une fois un orage. L'après-midi, les nuages rentrent, ils vont mouiller pendant 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure. Puis, si vous n'êtes pas chanceux, ça va durer 1 heure. Ça vous donne un break du soleil. Parce que je vous dis, il fait chaud. Habitez-vous, vous allez voir des sandales, vous en achetez des sandales. Puis, rentrez pas sur la plage les pieds nus dans le sable. Vous allez garder vos babouches parce que vous n'avez besoin. Mais c'est comme un autre aspect de la Floride. Moi, c'est comme ça que je l'ai connu. Mon premier voyage que mes parents m'ont amené, j'étais petit cul, là, j'avais 4 ans, c'était au mois d'août. C'était au mois d'août en Floride. Puis mon Dieu que j'avais aimé ça. Je pense que c'est là que j'ai eu l'amour de la Floride, la chaleur. Le premier. Tu rentres dans l'eau, dans la mer, il n'y a pratiquement pas de différence. 90. Tu rentres dans l'eau, tu te baignes,
Tu peux te baigner 1 heure, 2 heures de temps, ça rafraîchit, c'est le fun. Puis tu viens que tu t'habitues, tu prends une douche, tu fais un petit dodo une demi-heure parce que le soleil a été pesant. Hey. Tu te changes, tu t'en vas manger sur le bord de l'eau, tu t'en vas les terrasses, les affaires, tout ça. C'est le fun, puis c'est très, très, très festif l'été. Ouais. Puis tu gardes ta calotte parce que l'insolation, quand le soleil te plombe toute la journée, sa tête, là, c'est débile. Là. Oh oui, l'histoire de crème solaire, tout ça. Là. À un moment donné, on fera venir un médecin, un dermatologue, quelqu'un qui se spécialise, va dire « Hey, vous n'avez pas le droit d'aller au soleil. » Mettez-vous de la crème en masse, beurrez-vous, achetez-vous de la bonne crème. Puis, à un moment donné, on va parler de ça. Ils ont fait des tests de crème. Ah oui? Laquelle crème est meilleure? Vous allez être surpris. Ben, ouais. Surpris, la crème solaire qui est la meilleure, c'est pas nécessairement la plus chère qui vend. Ah non? Non. Vous allez être extrêmement surpris de ça. C'est bon. J'ai ça dans mes notes. On va en parler éventuellement dans le podcast, donner des trucs. Comment se préparer avant la plage, comment revenir. J'ai donné dans un des podcasts, aller au Publix, comment préparer le pub-sub, comment préparer la bouffe du pub-sub, appeler d'avance, aller sur votre app, vous avez des rabais en plus, ramasser vos affaires, aller sur la plage. À un moment donné, on va parler de plage, Martin. Oui. On va parler de plages, des plages publiques, mais qui sont plus sauvages. Ça veut dire qu'il y a moins de monde. Il y a des plages qui ont beaucoup de monde, on se pile dessus, mais il y a des plages qui ont beaucoup moins de monde en Floride. Puis il y a des plages qui sont extrêmement sauvages, surtout dans Space Coast. Okay. Il y a des plages extrêmement sauvages. Moi, dans l'endroit où j'habite, c'est extrêmement sauvage. Il y a des fois, je vais aller sur la plage, puis sur, je sais pas moi, un quart de kilomètre, on peut peut-être être 20 personnes sur un quart de kilomètre. En haute saison? Oh oui, oh oui. Puis c'est sauvage. Oh oui, c'est extrêmement sauvage. Des stationnements gratuits. Ben, en fait, ils sont payants plus au sud. C'est payant au sud parce qu'il y a une grosse concentration. Ouais. Quand on monte au-dessus de Jupiter, en montant sa côte est, les stationnements sont gratuits. Ouais. Les gens il y a des parcs. C'est hyper bien entretenu. Il y a des douches, il y a des toilettes. C'est super propre. Les plages sont larges. Gratuit le stationnement. Fait que maintenant, on va tomber... Moi, personnellement, mon coup de cœur, exemple, c'est à côte est, qu'est-ce que j'aime comme plage. Les plages à côte ouest, que c'est beau. Mais il y a toujours une période de l'année, lesquelles sont plus belles, moins belles, tout ça. Les Keys, c'est-tu bon pour les plages? Je vais en parler, ça, les Keys. Est-ce que les Keys, c'est bon pour aller à la plage? C'est quoi qu'on fait dans les Keys? C'est quoi les activités qu'on fait dans les Keys? C'est quoi les trappes touristiques? Les trappes moins touristiques de résidents, mais vous allez avoir du fun au bout. C'est quoi les festivals qui sont fun? Il y a un festival extrêmement connu que je vais vous surprendre au mois d'octobre, qui est à Key West, qui dure 15 jours. Festival d'adultes seulement. 2 semaines? Adultes seulement? Oui. Wow. Un festival d'adultes seulement à Key West. Ma curiosité. Oui, qui est extraordinaire à Key West. Et moi, j'ai découvert par hasard. Je ne le savais pas. Je suis arrivé là dans ce temps-là, puis j'ai fait « Wow, OK! » As-tu remis ton maillot après? C'est le fun. Je n'entre pas dans les détails. Mais on a eu beaucoup de plaisir par hasard. Par hasard. Mais tabarnouche que des activités. C'est incroyable. Hey, veux-tu me parler du Brightline? Est-ce que. Je ne sais pas si les gens savent, ça fait à peu près 10, 12, 15 ans, je pense que ça se parle ici en Floride. Oui. C'est un train à haute vitesse, mais ce n'est pas un TGV. Exact. Explique-moi, c'est Ils ont essayé de copier un peu le modèle de TGV en Europe ou en Asie. Et finalement, il y a un problème de congestion ici. Vous le savez, ceux qui viennent régulièrement en Floride, ils élargissent toujours la 95, ils élargissent la 75, ils élargissent la 595, ils élargissent la 10 en haut. C'est pas compliqué. Tout le monde déménage dans l'État de la Floride. Ouais. Donc, plus de voitures. Donc, ici, il y a le SunPass en auto. Oui. Quelqu'un qui vient régulièrement, vous devez aller au Walgreens, aller acheter le chose de SunPass. Oui. Vous allez online, vous mettez... 50$ là-dessus. Oui, 50. Tu peux mettre 15 $. OK. Puis si vous venez ici un mois, 15 $, vous en avez assez. 15-20 $, vous mettez là-dessus. Puis anyway, quand il reste quelques dollars, ils vous avisent par le app à rajouter de l'argent là-dessus. Quand vous allez dans les SunPass, là, c'est extraordinaire comment est-ce que ça va plus vite. Ben oui. Mais là, malgré ça, malgré avoir refait la 95, pas oublier que la 95 par bout, c'est 6 à 8 voies de large. De chaque côté. De chaque côté. Ben oui. On parle d'autoroute. Puis des fois, la 75 et la 95 sont collées ensemble, presque juxtaposées. Non, le Florida Turnpike et la 95. La 75, elle s'en va sur la côte ouest. Excuse-moi. Donc Florida Turnpike, à un moment donné, pas loin de chez vous? Ou Absolument. C'est collé. À partir de Jupiter, ils sont une à côté de l'autre, puis ils se croisent et ils se recroisent encore. Et la 75 vient qu'à bifurquer, à s'en aller vers Kissimmee. Oui.
traverse un peu, s'en va vers The Villages, qu'on va parler éventuellement de Villages, OK. puis il s'en va dans les alentours vers Ocala. Et là, elle s'en va, elle monte jusqu'à Gainesville, et la 75 s'en va vers Atlanta. OK. Elle s'en va vers le Michigan après ça, vers en haut. Fait que là, les gouverneurs qu'il y avait ici, ils ont dit, écoutez, on voudrait faire un service de train rapide. Et là, ça a été extrêmement compliqué. Parce que le train rapide, il voulait partir, Martin, à partir de vraiment downtown Miami. Oui. Donc, donner la possibilité des gens de Miami, mais d'aller jusqu'à Orlando. Il ne faut pas oublier. D'atterrir dans le sud pour parcourir le nord ensuite. Oui, mais c'est parce que. Oui, mais même les résidents, ils veulent donner un service d'être capable de se rendre dans le centre de la Floride qui est Orlando. Il ne faut pas oublier Orlando, là. C'est Universal Studios, c'est SeaWorld, OK? C'est Disney, c'est tous les parcs d'attractions qu'elle a, puis Dieu sait qu'il y en a. Ouais. Okay? C'est une ville dans une ville. Ah, c'est une ville dans une ville. Puis il disait, écoutez, on aimerait ça te donner la chance de ne pas prendre de véhicule, t'embarques dans le train, tu as un train qui est une bonne vitesse, qui monte à Orlando, puis tu n'as pas de borderie de ça avec un prix raisonnable. Et là, le Brightline est arrivé. Et le Brightline, il avait fait, Martin, un Expectations. Et l'Expectations était que, bon, on va mettre à peu près 8 trains par jour. 8 trains pour monter Orlando, 8 trains pour descendre. Puis on va voir comment ça va aller. Puis le Brightline, qu'est-ce qui a été long? Tu as rapporté, tu en as parlé pendant 10-12 ans, c'est qu'il a fallu qu'ils refassent pratiquement tous la traque de chemin de fer au complet, la rail, pour monter, incluant, là, je vais appeler ça du 0,3 c'est plus que ça, c'est des gros cailloux. Vraiment la base, tout le train en montant pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. À cause de la vitesse. À cause de la vitesse. Et de mémoire, le train, la vitesse maximum qu'elle atteint, c'est 88 000 à l'heure. Ah, pas plus que ça? Non, c'est 88 000 à l'heure maximum. Mais c'est 80 000 à l'heure, il n'y a pas de stop, là. Non, en fait, il n'y a pas de stop, non, mais on y reviendra. Mais c'est quoi, à peu près 3h15 se rendre, 3 heures? C'est à Orlando? Oui, celui-là de Miami, je crois que c'est entre 3h et 3h30 à peu près pour faire la ride. Et le train est extrêmement confortable. Okay. Il y a une section première classe. Il y a 2 classes, c'est ça? Oui, une section première classe avec tous les services. OK. Puis une section classe normale. Et moi, j'ai des gens qui ont fait les deux. OK. Et vous pouvez aller sur YouTube. Oui. Il y a un monsieur qui a fait le test tout de suite dans les premières semaines. OK. Les avantages, les inconvénients, le prix. Il a embarqué de Miami. Là, vous embarquez à Miami. Il y a un arrêt à Ventura. Oui. Fort Lauderdale. Il y a un arrêt à Palm Beach. À Palm Beach. Oui. OK. Il y a un arrêt à Palm Beach et à Fort Lauderdale aussi. Mm-hmm. Donc, à Ventura, Palm Beach, Fort Lauderdale en montant. Oui. Et quand c'est rendu à Palm Beach, là, c'est terminé. Il n'y a plus d'arrêt. Il n'y a plus d'arrêt jusqu'à Orlando. Et la raison, Martin, qu'il n'y a plus d'arrêt, c'est qu'il y a des résidents. Ils voulaient qu'il y ait un arrêt à PSL parce que PSL, Port-Sainte-Lucie, c'est l'endroit ou la ville qui est le plus en développement en ce moment dans l'État de la Floride. On parle d'un gigantesque aéroport et tout, là. Dans 5 à 10 ans, ils parlent d'avoir un aéroport international à Port-Sainte-Lucie. Wow. Les plans sont faits, là. Les développements de maisons sont là. Tout est là. C'est extraordinaire. Rien à voir avec nous autres. Rien à voir avec les Snowbirds. C'est des jeunes familles, tout ça, là. C'est des 50, 60 000 maisons qui sont en construction. À temps plein. L'aéroport, tout le développement, tout est fait. Non, regarde-moi, je les ai vus, les plans. Là. Mais il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas d'arrêt. Donc, les gens, les résidents, ils disent, on ne veut pas de train dans notre ville. On ne veut pas que ça arrête là. Les arrêts, le bruit, tout ça. Dans le coin où j'habite, à Vero Beach, exactement la même chose. On ne veut pas d'arrêt, on ne veut plus ça. Le train est en service depuis les 6 derniers mois. Ouais. Les citoyens chiolent tous, ils veulent tous avoir un arrêt. Ah, maintenant, ils en veulent. Ils n'en voulaient pas. Ils n'en voulaient pas. Ouais. Ils veulent tous un arrêt. Okay. Parce qu'ils se sont rendus compte que le Brightline, c'est extraordinaire. Ouais. C'est des chioleux, là. C'est des gens qui n'ont pas voulu, je veux dire. Puis là, éventuellement, moi, j'ai su que Port-Sainte-Lucie va avoir un arrêt d'ici la prochaine année. Ah, si vite que ça? Oui, d'ici la prochaine année. Mais ça n'impute pas le temps que ça prend de partir de Miami à San Diego. Oui, mais c'est 2 minutes. Quelqu'un qui a pris un TGV, que ce soit en Europe ou qui était en Asie, un arrêt, c'est 2 minutes. Là. Les portes rouvrent, il y a un compteur, c'est 2 minutes pour rentrer, puis si tu manques ça, t'es out. Oh. Tu l'as perdu. Okay. C'est comme ça que ça marche. Fait qu'il n'y a pas de niaisage. Le Brightline est là pour rester parce que ils ont eu un succès instantané
c'était 8 trains par jour. Donc, 8 trains qui montaient, 8 trains qui descendaient. Ils ont déjà doublé le nombre de trains. Ah oui, 16. 16. Mais le marketing est incroyable. Le marketing est partout. Là, le train est beau. Ouais. Mais tu l'as vu en t'emmenant ici, toi, là? Oh oui, je t'ai emmené au studio tantôt, puis ding, puis le Brightline a passé à côté. Il passait pas à 80 000 $, mais il devait passer à 55-60 000 $. Quand même. On est Downtown Hollywood. Ouais. 55-60. Brightline est extraordinaire. Ouais. Les Québécois, prenez-le. Ceux qui sont à Ventura, Sunny Isle, ou ceux qui sont dans le coin de Miami, puis Fort Lauderdale, si vous voulez aller passer 2-3 jours à Orlando, vous voulez aller à Universal, vous voulez aller à Disney, vous voulez aller à SeaWorld, n'importe quoi, je vous le recommande parce que moi, j'ai des gens qui l'ont pris puis ils ont adoré ça. Parce qu'on s'entend, là. Quand on arrive à Disney, tu n'as plus besoin de ton véhicule. Là. Non. Quand tu arrives à Universal, tu n'as pas besoin de ton véhicule. Le Brightline arrive downtown parce que le Brightline va jusqu'à l'aéroport d'Orlando et éventuellement, le Brightline, ils sont après construire la rail, il va aller jusqu'à Tampa Bay. Jusqu'à Tampa. Oui, complètement à l'autre bord. Ça, c'est le plan original. Non, Pardon? Ça ne suit pas la 4, là. Ça va continuer. Oui, ça ne sera pas loin de la 4. Okay. Oui, ça ne sera pas loin de la 4, parce que quand on regarde le downtown de Tampa, on voit les trains sur monorail qui est surélevé. Là. Il y en a déjà là-bas des monorails, downtown Tampa. Donc, lui, ça va être une addition là-bas. Okay. Mais le plan initial était, effectivement, Miami, Orlando, Tampa. Puis Tampa, Miami, au total tout, ça va représenter quoi en distance, en termes de temps à peu près? Écoute, si on se rend à 3h30, d'après moi, une demi-heure de plus d'Orlando à Tampa, ça va être un 4 heures, qui est le même temps qu'on fait en automobile. Un train est une habitude. Moi, j'ai été beaucoup en Europe. OK. Par affaire. Oui, j'ai pris le TGV souvent. Et au Japon, il appelle ça le bullet train. Okay. J'ai pris le bullet train. Là-bas, il monte jusqu'à 220 ou 280 km/h. Le bullet train au Japon. Non, c'est extraordinaire. Ouais. Les oreilles, là, ça colle dans les oreilles, le son. Comme si t'étais dans le fond. Puis il ne faut pas regarder par les fenêtres quand on passe dans les villes, parce que ça passe tellement vite que ça te donne un mal de tête quasiment. Tu as le goût de vomir, parce que ça passe trop vite. Il faut vraiment que tu regardes en avant, loin en avant. Okay. C'est un mode de transport. Puis c'est pas fait de tout le monde. Il y en a qui vont dire non, moi j'aime mieux prendre mon véhicule pour aller là, parce que j'en ai besoin localement pour me promener. Mais si tu n'as pas besoin de véhicule, tu embarques dans le train, tu restes ton téléphone, tu amènes ton laptop, tu amènes ta tablette, puis tu te fais conduire jusqu'à destination sans stresser. Et tu as 2 options. Tu as le prix raisonnable. Je me rappelle plus du prix, là, le prix raisonnable. Ou c'est genre 100 $ un aller en VIP. Oui. OK? En première classe. Okay. Puis c'est genre 40-50 $ en classe économique. De Miami jusqu'à oui, de Miami jusqu'à Orlando. Wow. C'est pour ça que c'est plein. Attends, tu peux rendu là, t'économises sur ton billet de stationnement parce que... t'économises beaucoup de choses. Je veux dire, t'as beau prendre ton véhicule automobile, il y a de l'usure sur un véhicule automobile, une usure de pneus, tu peux faire... L'essence, les assurances, je veux dire, on peut en rajouter, les pneus, tout ça, les pneus, les breaks, tout ça, c'est l'usure du véhicule normal. Puis c'est pas juste ça, t'as pas de stress. T'as pas les yeux rivés sur la route. Non. Sa route peut arriver des accidents. Là. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Il y a beaucoup de trafic ici. Là, tu embarques dans le train, tu te fais conduire, tu ne stresses pas. Le 3-4 heures, si on fait comme notre podcast, ça passe vite. Hey, ça passe vite en tabac. On jase, ça passe vite. Tu peux dormir, tu peux te reposer. Ouais. Les gens, je vous le dis, là, 8-8 les trains, c'est rendu 16-16, puis ils parlent qu'ils vont grossir encore. OK? Le succès est phénoménal. C'est un gros succès. C'est beau. Les terminaux sont super beaux. Non, c'est écœurant. On est loin de ce qu'on c'est state of the art. C'est state of the art. Tout fonctionne numéro 1. C'est un succès sur toute la ligne en ce moment. Bravo. Pour les passagers, le prendre, tout ça. Puis là, ils pensent déjà de rajouter d'autres affaires, mais je ne rentrerai pas dans les sphères à un moment donné. C'est-tu public ou privé? Qui détient ça? C'est privé. C'est privé? Oui. Ah, ouais. C'est un groupe privé. Ouais. Eh bien. Ouais. Beaucoup de privés ici. On n'est pas, pas au Québec, Martin. Là. On n'est pas dans le. On n'est pas. C'est pas le gouvernement qui mène ici. C'est pas le gouvernement qui vend la boisson. Ici, en Floride, c'est des PME. Ouais. C'est du privé. L'économie va bien ici. Absolument. Puis il y a de la compétition qui amène les prix nivelés par le bas et non pas nivelés par le haut. Puis il y a du volume, de la densité, du tourisme. Le gouvernement essaie de se désengager le plus possible ici pour donner la chance aux gens de faire l'argent d'avoir des PME. Ouais. C'est l'inverse. C'est l'inverse au Québec. Ouais. C'est que le gouvernement met son nez partout. Okay. Soit en subvention aussi ou ça, avec un succès qui est extrêmement mitigé. Ouais.
Absolument. Mais il n'y a pas de volume, nécessairement. C'est toute une question de densité. Il pourrait avoir un peu plus de volume, prendre un peu plus de succès si le gouvernement ne mettrait pas son nez partout. Mais ça c'est mon two cents à moi. Les Américains, c'est une liberté d'expression. Que ton orientation politique ne m'affecte pas, moi, personnellement. Tu as le droit d'avoir ton opinion. Je te dirai pas pour qui voter, quoi faire. J'ai le droit d'avoir des préférences, tu as le droit d'avoir des préférences, tu as le droit d'être croyant, j'ai le droit de ne pas être croyant, tu as le droit d'être religieux, j'ai le droit de ne pas être religieux. Mais les gens ici sont de plusieurs nationalités. Les gens sont habitués à ça. Ouais. Puis les gens cohabitent très bien ici avec ça et respectent ton choix que tu as fait. Autant ils te saluent, autant ils sont cordiaux, les gens, puis ça va super bien. Exact. Autant ils ne se mêlent pas des affaires des autres. Du tout. Quelqu'un joue de la musique très forte, est un stop ou un feu de circulation. Il y a quelqu'un à côté avec la musique forte. Moi, j'aurais tendance, des fois, à baisser ma fenêtre et dire hey, écoute, je veux pas entendre ta musique. Puis il y a quelqu'un qui me dit fais pas ça parce qu'il y a 52 % du monde qui risque de traîner quelque chose dans un auto que tu veux pas voir. Oui, bien, je veux dire, le port d'armes est légal ici. Là. Exact. Pour des raisons sans élaborer, mais je veux dire, c'est reste que... C'est un État que le port d'armes est légal ici, comme l'État du Texas, pour se protéger s'il arrive quelque chose ou quoi que ce soit. C'est wild ici. C'est wild ici en Floride. On a des panthères, Florida Panthers. Oui. On a des panthères sauvages. Moi, j'en ai vu 3 panthères de mes yeux vus en auto. C'est pas gros, là. Ben, c'est pas gros. Jusqu'à entre 120 et 140 livres. Quand même. Sur la côte ouest, il y a des traverses de panthères. Oui, parce qu'il y a des trails qui passent puis ils mettent des affiches. C'est des gros minous, des beaux minous. Okay. Une panthère, c'est un beau minou, là. Mais il y en a beaucoup d'ours noirs. Hein? Ah oui, ici, c'est bourré d'ours noirs. Tu m'apprends ça. C'est bourré de chevreuil. Sanglier, ours noir, chevreuil à profusion. OK. Il y a, supposément, parce que c'est des territoires, il y a au-dessus de 200 panthères qui ont été pris par le wildlife de la Floride, le Florida Wildlife. Parce que La plupart sont tagués. OK. Sont capables de les traquer. Ils les traquent, là, les panthères, pour les protéger. Tout ça. Là, oui, ils sont protégés aussi, tout ça. Et souvent, quand ils s'approchent trop près des maisons, bien souvent, ils vont les tirer juste pour les endormir. Puis ils reprennent dans les cages, puis ils vont les replacer dans le wild. Ah ouais. Oh, ils font ça, attention. C'est wild, la Floride. Mais toi, vas-tu dans les Everglades faire des tours d'aéroglisseurs? Oui, j'ai déjà fait ça, des tours d'alligator. C'est dur de se parler, hein, quand oui, mais non, mais on a tous des earphones comme on a là. Puis, je veux dire, quand tu prends la 595 au coin de la 27, oui. La grosse trappe touristique pour les tours d'aéroglisseurs est là. Ouais. La première à droite, il y a 3-4 vendeurs qui sont là avec des gros aéroglisseurs, il y en a. Mais ça, il y en a partout dans l'État de la Floride. Ouais. Vous allez en ligne, vous googlez, vous allez faire un tour. C'est une expérience, là. T'amènes ta femme, tes enfants, t'es assis dans l'aéroglisseur, ça va à 30-40 000 à l'heure dans les Everglades, tu vois des millions d'alligators. Je dis des millions, des centaines de milliers d'alligators, il y en a partout des alligators. Non, c'est spectaculaire. Mais la meilleure façon de voir les alligators, c'est entre chien et loup. C'est-à-dire que quand le soleil se couche, oui. Si tu es capable de prendre une lampe de poche puis de la mettre à hauteur de tes yeux, oui. Et tu l'allumes d'un coup sec, tu vas tout voir les billes. Oui, jette les yeux. Hey, c'est incroyable parce que tu demandes aux gens qui sont à côté de toi, combien d'alligators vous voyez présentement dans cet endroit-là? Les gens vont dire, 3, 4, là, on voit les yeux là. Ouais. Quand tu allumes ça, il y en a des centaines. Ah non, c'est juste des billes partout. Là, c'est crime, je t'ai observé, moi. Faut pas oublier que dans le sud-est des États-Unis, l'alligator il en tue. Puis le monde se font des burgers à la viande d'alligator. Okay. C'est bon? Très bon. Ah ouais? Moi, j'en mange pas, mais j'ai plein de monde qui en mange. OK. Je mange pas de cuisses de grenouille. Fait que, comprenez-vous, puis c'est du poulet, là. Moi, je mange pas de cuisses de grenouille, puis il y a beaucoup de festivals de cuisses de grenouille ici. OK. Il y a un gros festival de cuisses de grenouille qui est à Fellsmere, fin janvier, début février. C'est où ça? Fellsmere, c'est juste au nord, la sortie après Vero Beach. OK. Toujours la 95. Oui, toujours sur le bord de la 95. Il y a des festivals ici, là. Je t'écoute parler depuis tantôt. Festival La Fraise à Plant City. OK. C'est le plus vieux festival La Fraise depuis 1930. OK. Quand vous achetez, ou même au Québec, de la fraise à longueur d'année, souvent, c'est une fraise qui vient de la Floride, qui vient de Plant City. Puis quand elle sort et qu'elle est cultivée, est-ce qu'elle est blanche? Non. Puis elle devient rouge par la suite? Non.
Non? Elle est rouge, puis elle est goûteuse, puis elle est très bonne. Wow. Moi, nous, on vient de Québec. Oui. Donc, tout le monde dit, les fraises de l'île d'Orléans sont extraordinaires. Ouais. Le Peak de Plant City, les fraises sont aussi bonnes que les fraises de l'île d'Orléans. Elles sont très grosses et très juteuses. Wow. Meilleures que la fraise de la Californie, Oui. qui se vend au supermarché au Québec. OK. Les bleuets sont extraordinaires Ils aussi. sont gros, hein? Et Mais pourquoi ils sont gros même? Est-ce qu'ils sont... Je pense qu'ils sont plus parce qu'ils gros sont Québec, au Sunshine State. mais moins goûteux un peu. Ça dépend du sorte de bleuet que tu as. Parce que j'avais un voisin qui avait une plantation de bleuets. Et il m'a tout éduqué là-dessus. Et ces bleuets goûtaient aussi bon que les petits bleuets du lac Saint-Jean. Ben, les petits. Les petits, là, qui sont ultra bons. Alors, là, les gros, aussi goûteux que les petits. goûtaient autant que ça. Mais le monsieur m'a éduqué qu'il y a comme 4-5 sortes de bleuets. Puis lui, son sorte de bleuet est extraordinaire. Moi, j'avais jamais goûté un gros bleuet de même qui était aussi goûteux que ça. OK. Puis, on peut l'acheter où, ici? Dans le sud? Ils en vendent partout. OK. Ils en vendent partout. Okay, il y a vraiment une période pour ça. Comme les oranges, il y a une période. Comme les pêches, il y a une période. Tu m'avais parlé des citrus également. Oui. Il y a quelque chose de particulier, comme 2 récoltes par année? C'est l'orange. L'orange. Pour faire le jus d'orange. Oui. Tout le monde connaît le jus d'orange Tropicana. Oui. Après ça, il y a le Simple. Je m'échappe le nom. On le voit, c'est 2 compétiteurs ici, mais il y a un vendeur un petit peu plus petit qui s'appelle Nathalie. En anglais, on appelle ça Natalie's. Pas de hache. Pas de hache. Ouais. Il vient de Vero Beach. Quand vous venez ici, vous allez au supermarché, essayez de vous acheter une cruche de Natalie's. C'est le meilleur jus d'orange. Ah ouais. Il y a une récolte de jus d'orange de janvier jusqu'à la fin mars. Et la deuxième récolte est de avril jusqu'à la fin mai. Okay. C'est 2 sortes d'oranges différentes. Ils ne goûtent pas tout à fait pareil, mais en jus d'orange, ils donnent le même résultat. Mais toi, si tu les goûtes, tu vas sentir la différence entre la première et la deuxième? Oui, si on prend, mettons, on rouvre une orange, puis je t'en donne des morceaux, tu vas goûter une différence entre les 2 oranges. OK. Pour avoir du jus d'orange pressé, le jus d'orange pressé est bon, je vous dirais, du 1er février jusqu'au 1er septembre. Quand on est passé le 1er septembre, je ne dis pas qu'il n'est pas bon. Il n'est pas aussi bon parce qu'il y a plus de produits conservateurs que dans l'orange pour toffer jusqu'à la fin de l'année. Mais toi, assez que tu t'en procures pas à l'automne? Non, je vais acheter du Natalie's pareil, mais il ne goûte pas aussi bon. Ah oui, puis tu le sais, tu es capable de... Ben voyons. Moi, d'un jus, je suis un gars très goûteux. Là. OK. Je suis un gars très particulier. Okay. Sur les goûts, les affaires. On va peut-être parler de vodka, les achats, tout ça. Je ne suis pas un spécialiste. T'as-tu dit je suis un amoureux. Je suis un amoureux. Les deux. Les deux, je suis un amoureux là-dedans. Okay. Les vodkas russes ici, très populaires. Oui. Ouais. C'est la meilleure vodka au monde. Oui. La vodka vient de là. Puis elle est dispendieuse, pas dispendieuse ici? Elle n'est pas dispendieuse. C'est l'endroit que la boisson se vend le moins cher aux États-Unis. Okay. C'est l'endroit que la boisson se vend le moins cher aux États-Unis, c'est dans l'État de la Floride. Mais c'est étonnant de voir à quel point tu peux acheter la même vodka à 41-42 piastres puis la retrouver à 29. Dans les très gros formats, j'entends. Ouais. La retrouver dans un parce qu'il y a de la compétition ici, Martin. Ouais. C'est le open market. Il y a beaucoup d'indépendants. C'est de la compétition. C'est sûr qu'un Québécois n'est pas habitué à ça. Non. Il y en a qui vont faire la conversion d'argent, mais ici, on gagne l'argent en US. Mais même avec une conversion d'argent, le prix qu'il y a, ça revient quand même beaucoup moins dispendieux. Éventuellement, on va donner nos emails. Quelqu'un va pouvoir poser des questions personnelles sur le podcast de la Florida. Et si les gens veulent avoir des conseils sur certaines affaires, on va être ouvert à ça, toi et moi, à donner des petits conseils, des petits in locales, nos petits coups de cœur à un moment donné, à donner tout ça. Moi, ça va me faire plaisir de le donner à nos auditeurs. J'ai aucun problème. Oui, mon ami. On a-tu parlé de l'Auto Amigo? On va parler de l'Auto Amigo présentement. OK. On va parler de l'Auto Amigo présentement. L'Auto Amigo, c'est moi. Oui. Et Valérie. Et Valérie, oui. Et Valérie, ma femme, travaille très fort. Oui. Je l'appelle le ministre des Finances de l'Auto Amigo. OK. Donc, l'Auto Amigo, de la façon dont ça fonctionne, c'est la seule loterie disponible du Québec, mais qui se vend aux États-Unis. Ça veut dire que vous allez sur le site lotoamigo.com, lottamigo.com, vous placez votre commande, et en plaçant votre commande, vous payez ensuite de ça, il y a une opération, vous payez par Interac, et un coup que le paiement est reçu, nous, on va tout simplement chercher votre billet au dépanneur. On marque votre nom dessus,
vous le recevez dans la même journée. On va le chercher. C'est pas instantané, là. Mm-hmm. On n'est pas le dépanneur nous-mêmes. On n'a pas la valideuse à la maison chez nous. J'aimerais ça l'avoir, mais je ne l'ai pas encore. Okay. Donc, on va le chercher pendant la journée. On prend la photo, on vous l'envoie. Et vous voyez mon montant, là. C'est dans 300, 400, 500 millions. Oh, ouais. Ça a monté l'année passée quelques fois au-dessus d'un milliard et demi. Autant le Powerball que le Mega Million. Et, juste pour dire, c'est que quand vous gagnez, on a un algorithme, Martin, qu'on voit les gagnants le matin et c'est moi qui crédite les gagnants directement dans votre compte. Donc, si vous gagnez 2 $, 4 $, 8 $, 10 $, on vous le met comme crédit dans votre compte. Si vous montez un montant supérieur à 50 $, 100 $, on vous refait le transfert Interact dans votre compte. Et des fois, on vous le demande. Voulez-vous le mettre en crédit? Vous voulez l'avoir en argent dans votre compte? Donc, on offre ce service-là. Puis moi, je suis un client, puis juste pour vous dire, à un moment donné, je ne mettais plus d'argent dans le compte. Tu sais, je mettais 20$. Oui. À un moment donné, ce que je me suis rendu compte, c'est que vous avez utilisé un de mes gains de 20$ pour continuer. C'est 20$ ou une affaire de même. Exactement. Là, finalement, comment ça? Ça me coûte rien d'acheter des billets de loterie. Exact, parce que tu étais au crédit, puis on équilibre ça. Exact. Puis on a un email de support si vous avez des questions ou quoi que ce soit, si vous avez besoin d'aide pour entrer sur le site, tout ça. Mais tout ça pour vous dire, c'est le seul site de façon légale que vous avez le droit d'acheter vos billets de loterie américains, de Powerball et de Mega Million en toute légalité. Parce que si j'achète un billet, je m'en viens passer une semaine en Floride, je viens au Québec, avec mon billet, c'est hors de tout doute que... le billet est invalide. Quand il revient, si vous avez gagné un prix, vous êtes revenu ici, vérifie, vous êtes un non-résident, vous avez votre passeport canadien, le billet est invalide pour aller réclamer le prix. Et si j'ai laissé mon billet à un Américain ici en Floride? Oui, ça c'est correct. Ça c'est correct, OK. Oui, c'est correct, mais ils vont vérifier. Il va falloir qu'il y ait une preuve. Écoutez, c'est les gens de Florida Lottery, ils ont des trucs là-dedans, mais je vous le dis, là, ils vérifient bien comme il faut. C'est arrivé 3 fois dans les 12 dernières années, puis il y a une personne du Pérou qui avait gagné 5 millions de dollars. Elle a perdu son prix. Aïe, aïe. Oui. De 5 à 0. Il n'y a pas de décomposition. Exactement ça. La loterie aux États-Unis, dans l'État de la Floride, qu'est-ce qui est extraordinaire, c'est que plus de 60 milliards qui ont été donnés à l'éducation. Les profits de la loterie américaine, de l'État de la Floride, donc Mega Million, Powerball, c'est dans tous les États, pratiquement tous les États aux États-Unis, mais spécifiquement, les profits de Florida Lottery vont aux écoles à l'éducation. Okay. Plus de 60 milliards dans les 25 dernières années qui ont été donnés aux écoles à l'éducation ici dans l'État de la Floride. Pourquoi je choisis le Powerball plus que le Florida Mega Million? Le Mega Million? Non, c'est à peu près, les gens qui achètent, je te dirais, c'est à peu près 50-50, dépendant des montants. Ça dépend du lot. Dans ce temps-ci, là, je vous parle, quand on enregistre, le Mega Million est 2 fois plus élevé que le Powerball en ce moment, mais le Powerball va le rattraper. Ouais. Parce que Powerball, c'est 3 tirages par semaine, lundi, mercredi, samedi. Okay. Mega Million, c'est mardi et vendredi. Alors, face à ce que tu viens de dire, je dois calculer environ 24 heures avant l'échéance, le tirage, pour que tu puisses acheter le billet et mettre mon nom dessus. Oui, mais pas 24 heures avant. Vous avez jusqu'à 6 heures à tous les jours pour acheter votre billet. Okay. Donc, le tirage est à 11 heures le soir, 10h30, 11 heures. Ouais. Moi, vous avez pour payer, placer votre commande jusqu'à 6 p.m. À l'occasion, quand il y a des gros rushs, des gros montants, parce que la file est trop longue au magasin, je mets le closing à 5 heures, puis c'est marqué. OK. Donc, malheureusement, vous avez jusqu'à 5 heures pour placer votre commande. Donc, mais normalement, si je passe une commande, ça peut être valide sur le prochain tirage? Absolument. Ah oui, OK. Oui. OK. De toute façon, l'argent reste dans le compte, un peu sur le principe que tu mets de l'argent sur le... On parlait tantôt du Turnpike, ou quand tu veux prendre une voie, une autoroute payante, de SunPass, pardon, tu mets 50$. Exactement d'avance. Ça reste... Oui, il y a des clients qui le font. Puis là, tu consommes une pièce et demie à chaque fois. Il y a des clients qui... Puis tu as le droit d'acheter des tirages d'avance. Tu as le droit d'acheter 5 tirages d'avance, 10 tirages, 20 tirages. On le fait jusqu'à 25 tirages d'avance. Donc, les gens qui prennent leur numéro, puis achètent 20-25 tirages à l'avance. Un de ces 4, il faut absolument parler de l'imposition, les choses comme ça. Oui, puis on va arriver au point de vue technique. On a beaucoup à parler dans le podcast 2.0. Alors voilà pour l'épisode numéro 4. On se reparle la semaine prochaine. C'est la Florida, le podcast Snowbird 2.0. Carl Sanson, Martin Clavet-Bédard avec toute l'équipe et Caméléon Productions. François Forget, merci infiniment François. Et le studio HQ Podcast où on est présentement. Alors merci d'avoir assisté à cette représentation et au plaisir de se reparler. Merci infiniment de votre fidélité. Au revoir.